Alors, un autre résistant célèbre parle d'un trésor. C'est René Char qui, dans ses feuillets d'hypnose, hein, qui note tenue là dans le maquis, puisque vous précisez bien que votre résistance était une résistance urbaine, ce qui faisait d'ailleurs de vous et de vos camarades du gibier vraiment quotidien, on va dire, hein, pour la Gestapo et voilà, et l'armée allemande. Et alors, René Char parle de ce trésor de manière de très belle manière, parce qu'il dit: si j'en réchappe, je sais que je devrais rompre avec l'arôme de ces années essentielles, rejeter et non refouler silencieusement loin de moi mon trésor. Et quel était ce trésor? Écrit Hannah Arendt dans les années 50 dans un texte qui s'appelle La crise de la culture, qui commente d'ailleurs ce texte de Trésor et ce texte de René Char qui parle de la résistance. Eh bien, elle dit, au fond, tel qu'en eux-mêmes le comprenaient, il semble qu'il ait consisté, pour ainsi dire, en deux parts étroitement liées. Ils s'étaient aperçus que celui qui a épousé la résistance a découvert sa vérité, et qu'en plus, dans cette nudité dépouillée de tous les masques, eh bien, ils avaient visité pour la première fois dans leur vie, donc les résistants, par une apparition, ils avaient été visités pour la première fois dans leur vie par une apparition de la liberté. C'est-à-dire qu'au fond, ce trésor que vous aviez, vous, dans cette valise, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que c'était précisément cette fraternité partagée, cette invention de liberté qui était la quotidienneté de la résistance? Et d'ailleurs, c'est ce que René Char continue à dire, parce qu'il dit: à tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir, la place demeure vide, mais le couvert reste mis. Oui, c'est très juste parce que, disons que le nom de la résistance était un oui à la liberté. On avait une formidable aspiration à la liberté, parce qu'elle était concrète. C'était pas seulement parce que c'était une presse aux ordres et menteuse, c'était une radio imbécile, tout ça a été faux, tout ça a été... c'est dans des époques d'oppression que la liberté devient un besoin fondamental. Mais une fois qu'on est libre, c'est comme le pain. Vous trouvez le pain dans les boulangeries. Et là, c'était quelque chose, en effet. Mais surtout, enfin, en dépit, parce qu'il y a toujours eu des dissensions politiques, il y a eu toujours des problèmes personnels, mais il y avait un fond de fraternité, ou du moins entre beaucoup d'entre nous. Et ça, c'était un sentiment vécu qui nous donnait cette plénitude. Et c'est pour ça que vous avez été aussi déçu par les années d'après-guerre, parce qu'au fond, vous résistez là encore aussi à certaines, à certaines dérives, où il y a notamment, on vous présente des prostituées qui ont couché avec des Allemands, qu'ils font tondre. Vous avez aussi, vous avez vous-même. Je laissais filer parce que moi, m'apportait des prostituées. On avait occupé un siège à Place Clichy, donc c'est d'un quartier. Et on m'amenait des prostituées à tondre. Moi, je dis, je m'en occupe. Et puis après, dès qu'ils partaient, je les faisais sortir par l'escalier de service. Donc ce climat, effectivement, de règlement de compte, de petite aussi mesquinerie, puisque vous découvrez, vous faites une exposition sur les crimes hitlériens, vous découvrez, au fond, voilà, les mesquineries des attributions de postes entre différents apparatchiks. Oui, parce que j'avais eu l'idée de faire une exposition sur les crimes hitlériens dès l'automne 45, c'est-à-dire avant même qu'il y ait une totale libération, parce que non seulement il y avait quelques camps qui avaient été libérés, mais aussi il y avait eu des documents, un livre qui s'appelait Brandebourg, qui était un livre fait par des anti-nazis allemands avant la guerre, qui montrait ce que c'était Buchenwald, Dachau et tout ça. Et puis donc on avait quelques éléments, et d'ailleurs parmi ces éléments, je me souviens très bien que j'ai reçu des faux éléments, parce que j'ai été à l'ambassade soviétique pour avoir des documents sur les exactions des nazis qui ont été atroces en Ukraine et en Russie, pas seulement contre les juifs, mais contre la population. Et l'ambassade soviétique m'a donné un énorme document sur Katyn, avec un nombre impressionnant de témoignages de paysans, là, Popovitch ou je sais pas moi, Kravchenko, et disant tous que c'était, affirmant qu'ils ont vu les Allemands massacrer
les officiers polonais. Alors que c'était un faux. En fait, c'était Staline qui avait massacré ces officiers polonais. Mais moi, j'ai cru sur la base de ces documents. Alors, mais en réalité, j'avais été tombé sur un monde. C'était le ministère de la Justice et le ministère de l'Information qui avaient donné des bureaux et des fonctionnaires qui n'avaient rien fait pendant la guerre. Et je trouvais un univers tellement minable, tellement médiocre, que j'en étais écœuré. D'ailleurs, j'avais fait entrer dans l'affaire Marguerite Duras et Dionys Mascolo, qui étaient mes amis, et qui en sont partis très rapidement écœurés. Et moi, j'étais écœuré, je ne savais pas quoi faire. Et quand, par chance, mon ami Pierre Lemoigne me dit que son autre ami, qui est le colonel Durandal, enfin Durandal, c'est un superbe pseudonyme, c'était le commandant Chazot, de son pseudonyme Durandal, recruté pour entrer en Allemagne et pour s'occuper avec les troupes d'occupation de tout ce qui allait s'en suivre. Alors donc avec Violaine, nous sommes partis, c'est vrai. Et on a vécu un peu hors du monde normal pendant un certain temps. Alors, vous avez donc vécu un peu hors du monde normal. Vous faites ce livre, L'an zéro de l'Allemagne, qui effectivement là est assez déjà iconoclaste, mais malgré tout apprécié par une partie du Parti communiste. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que vous faites une sorte de résistance culturelle, que vous menez une sorte de résistance culturelle à l'intérieur du Parti communiste. Alors, quelle est la nature de cette résistance culturelle qui va vous conduire, après un article dans l'Observateur, un petit peu, comment dire, hétérodoxe, à vous faire exclure du Parti communiste, en répondant bien dans le micro, si vous voulez bien, Edgar. Oui, mon micro, voilà. Non, c'est pas venu immédiatement parce que la première année, on était dans l'euphorie, mais est arrivé rapidement le rapport Jdanov qui donnait des normes impératives culturelles. Et l'application de ces directives était il y avait des articles, je sais pas, disant que Sartre et Merleau-Ponty touchaient de l'argent d'ambassade américaine, enfin des articles d'une bêtise incroyable, que Queneau faisait un travail de diversion en jouant sur les mots, enfin c'était un tel crétinisme que, évidemment, avec mes bons amis qui étaient Dionys Mascolo, Robert Antelme, alors on a décidé. Alors comment est venue cette résistance culturelle, purement, parce qu'on ne mettait pas en cause la ligne du parti. Il y a Laurent Casanova, qui était responsable aux intellectuels du Parti communiste, a réuni des intellectuels, où j'étais, et il y avait eu un interview d'Elio Vittorini, qui est un communiste italien, que j'avais fait avec Mascolo, qu'on a publié dans Lettres françaises. Et il y avait deux idées que disait Vittorini. Il disait, pour nous, le communisme, ce n'est pas du catholicisme, c'est du protestantisme. Et pour nous, un intellectuel doit lutter sur deux fronts. Sur le front de sa recherche et sur le front de l'éducation des masses. C'est-à-dire, il ne réduisait pas l'intellectuel à être le pur propagandiste du parti. Ce qui semble bien anodin, mais qui à l'époque était une véritable bombe. Et moi, j'étais très content d'avoir fait cette interview avec Dionys. Et alors, c'est à cause de ça que Casanova convoque les intellectuels, Aragon, tout ça. Et à un moment donné, il dit, Casanova, je le rappelle, est corse, qu'est-ce que cet Italien va nous donner des leçons à nous autres Français? Et j'ai pas pu m'empêcher de dire, mais, camarade Casanova, le fait que Vittorini soit italien n'a rien à voir avec l'affaire. Alors il y a eu un silence atterré des entendu. Et Aragon, qui était très méchant, dit, je vais vous faire remarquer que ce qu'a dit le camarade Morin est contre le camarade Casanova. Nouveau silence respectueux. Et à ce moment-là, il faut qu'on fasse une réunion et qu'on fasse une réunion sur le texte de Vittorini. Qui va faire le rapport? Et il se trouve qu'un brave type, qui s'appelait Timonier, dit, Morin, puisqu'il connaît Vittorini. Alors, Casanova, très paterne, très souverain, il dit, pourquoi pas le camarade Morin? Donc, j'ai fait, alors il y a une réunion intellectuelle, j'ai été très sauvagement attaqué par un certain nombre de sectaires, et à la fin, Casanova dit,
nous fait voter une lettre collective d'amour pour Maurice Thorez. Mais il est décidé de faire une deuxième réunion, cette fois pour examiner les écrits de Canapa, qui était d'un sectarisme. C'était lui qui insultait Sartre, Camus, enfin tout ça. Bon. Et là, c'est Robert Antelme qui a fait le rapport plein de noblesse, d'élévation de ton. Et là-dessus, à la suite de quoi, on a été très vivement critiqué et on a été battu. On a voulu rassembler des gens, rassembler des signatures pour mener notre action. On a été battu. Ça, c'était la première résistance culturelle, mais on ne mettait pas en question la politique du parti, bien qu'on savait que le procès Kravchenko, c'était un procès où Kravchenko disait vrai, bien qu'on savait que Rousset avait tout à fait le droit de demander. Il faut quand même rappeler ce qu'était le procès Kravchenko, oui, rapidement. Kravchenko était un diplomate soviétique qui était un ingénieur ukrainien et qui avait fait défection de l'ambassade soviétique à Washington et qui avait écrit un livre qui s'appelait « J'ai choisi la liberté » et dans lequel le tableau qui fait de l'Union soviétique aujourd'hui nous semblerait extrêmement modéré, mais enfin montrait que ce n'était pas le paradis des travailleurs. Et donc il a été... Et donc dans les lettres françaises, un soi-disant journaliste américain qui n'existait pas a dit qu'il savait que c'était la CIA qui avait écrit le livre et pas Kravchenko. Donc Kravchenko a poursuivi l'aide française. Procès qu'il a gagné. Mais dans lequel les plus éminents représentants de l'intelligentsia française sont venus dire qu'on ne pouvait pas avoir le droit de calomnier l'Union soviétique qui avait donné tellement de morts au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et où il y avait un certain nombre d'ex-soviétiques qui avaient été des personnes déplacées qui baragouinaient dans un mauvais français leur description. Et l'avocat Nordman de l'aide française disait « Regardez, ils ont appris leur leçon ». Et même il a insulté Margaret Buber-Neumann. Là aussi, il faut dire qui c'était, parce que c'était la femme de Neumann, qui était un dirigeant communiste allemand réfugié en Union soviétique. Et alors, il s'est passé cette chose étonnante, c'est qu'à l'époque du pacte germano-soviétique, Staline a livré à Hitler Neumann, sa femme, et d'autres communistes allemands. Et Neumann est mort, elle a survécu, elle est devenue l'amie de Milena, la fiancée de Kafka, et elle est sortie du camp, elle est venue témoigner avec une dignité, une simplicité, s'est fait insulter. Et je sais, et Emmanuel Mounier, qui était le directeur de la revue Esprit, a voulu que Robert Antelme et moi nous rencontrions. Et nous avons été évidemment bouleversés, mais nous n'osions rien dire. Donc, la vraie résistance, si vous voulez, un politique commence pour moi au procès Reich, je crois que c'était en 1949. C'est un procès aussi menteur, aussi atroce et ignoble que les ex-procès de Moscou des années 37-38. Un ancien ministre des Affaires étrangères, oui, ancien hongrois. Dirigeant communiste hongrois, qui était secrétaire général du parti. Qui voulait faire évoluer en tout cas le parti. Est accusé de titisme, tout ça, oui. Et qui est accusé d'être un agent de la CIA. La CIA, et puis qui a été pour la Gestapo, enfin les accusations les plus incroyables. Mais il s'est trouvé que mon ami François Fechte a fait un article admirable dans l'Esprit, dans lequel il montrait à quel point ça ne reposait sur rien. Et ça a été pour moi la rupture intérieure. Évidemment, je n'ai pas repris ma carte du parti, mais je n'ai pas osé le dire, parce que les gens de mon lieu de travail, le centre d'études sociologiques, pensaient que je militais dans ma cellule de domicile et vice-versa. Ça se passe en 1951, parce que je n'ai pas repris ma carte, mais je n'osais pas dire que je n'étais plus communiste, que je n'étais plus du parti. Ce qui fait que quand je fais un article dans l'Ancien Observateur sur un colloque organisé par le Centre d'études sociologiques Villes et Campagnes, j'ai été convoqué par Annie Besse, qui allait devenir Annie Kriel, très anticommuniste, mais longtemps après, qui me reproche d'avoir calomnié, vous savez tout, enfin, une série d'accusations imbéciles. Calomnier le camarade Mao, c'est ça? Oui, c'est parce que j'avais dit que Mao s'était fait exclure de l'international. Enfin, le thème de mon article est de dire les révolutions urbaines réussissent quand il y a aussi un mouvement dans les campagnes. En France, 89, le mouvement insurrectionnel urbain
et la grande peur des campagnes, c'est-à-dire des mouvements paysans. En Russie, le mot d'ordre, tout le pouvoir aux soviets et aussi la terre aux paysans. Et je dirais qu'en Chine même, la révolution quitte les villes pour se fonder uniquement sur les campagnes. Mao Tse-tung, qui dans mon article, disais-je, s'était fait exclure par l'internationale communiste, qui était vrai. Alors elle me dit, mais de quel droit? Quel homme dis-tu, notre grand camarade Mao Tse-tung? Je dis, mais écoutez, c'est lui qui l'a écrit dans ses mémoires. Et elle me dit aussi, mais est-ce que c'est la place d'un communiste d'écrire dans le journal de l'intelligence service? J'ai dit, mais quel journal? L'Observateur. C'est pas tant. Claude Bourdet, son directeur, est un agent de l'intelligence service. Moi, je dis, mais écoute, comme je ne suis pas de l'intelligence service, je ne peux pas savoir quels sont les agents. Enfin, c'était grotesque, mais à l'époque, c'était pénible en même temps. Bref, elle est venue, on m'a invité à une réunion, je ne savais pas que c'était pour mon exclusion, parce que je n'allais pas aux réunions de cellules. On m'amène dans une salle, et puis dans un hangar, et c'est là que je vois apparaître Annie. Je croyais que c'était une réunion des combattants de la paix, c'était ce mouvement comme ça. Alors, elle a dit qu'un parti se fortifiait en s'épurant et qu'il fallait m'exclure parce que j'avais collaboré avec l'intelligence service et autres stupidités. Donc, j'avoue que ça a été une vraie douleur parce que, sur le moment de quelques heures, pourquoi? Il se trouve qu'en sortant dans la nuit, c'était en banlieue, j'habitais Vanves, c'était d'un côté. C'était une période préélectorale et j'entends, venant de la nuit, la marche ukrainienne. Alors la marche ukrainienne, c'était une marche allègre, pimpante, et c'était une marche que je connaissais, qui saluait les victoires soviétiques, et que moi j'avais chanté avec les prisonniers soviétiques en Allemagne quand j'allais les voir. Enfin bref, pour moi c'était toute cette époque si magnifique, pleine d'espoir. Alors évidemment là je me suis mis à pleurer, et j'étais consolé par Violette, mais le lendemain matin, j'étais libre, j'étais content, j'étais heureux, j'étais soulagé. Et jamais plus je n'entrerai dans un parti. Enfin, ça, c'est un parti spécial, mais j'ai plus envie. Voilà. Oui, vous dites que ça a été effectivement un malheur d'enfant, mais alors vous continuez à faire de la résistance dans la résistance, puisque vous restez un intellectuel de gauche, et puis vous fondez, au fond, avec Merleau-Ponty notamment, Claude Lefort, un mouvement contre la guerre d'Algérie, voilà, mais qui en même temps souhaite s'opposer aux dérives du FLN, qui va aussi, en tout cas, il y a ce premier manifeste. Vous ne signez pas précisément le manifeste des 121. Alors expliquez-nous quelle est cette résistance dans la résistance à la colonisation française en Algérie. Voilà. Alors il se trouve que sous l'initiative de Dionys Mascolo, on décide de fonder à 4, il y avait Robert Antenne, lui René Desforêts, un très bon écrivain, et puis Dionys et moi. Il y avait aussi... Mais on était un peu magistes à l'époque, parce que Marguerite Duras y collaborait, ainsi que Violette, on ne les a pas mis. Enfin, on était l'école fondateur. Et donc, on lance un appel, et cet appel a été signé par des gens qui n'ont jamais signé de manifeste, comme Roger Martin Dugard, François Mauriac... Enfin, aussi quelques-uns, enfin, des signatures vraiment, Louis Massignon, tout ça. Le comité des intellectuels contre la guerre en Afrique du Nord, c'est exactement ça. On fait ce comité. Et très rapidement, Francis Janson contacte Dionys et le convainc que le FLN, le Front de Libération Nationale, c'est l'incarnation de la révolution, pas seulement algérienne, mais c'est lui qui va réveiller le prolétariat français pour qu'il y ait une révolution, et que c'est le vrai porte-parole. Et à l'époque, alors il faut dire qu'en Algérie, le nationalisme algérien, enfin, l'indépendantisme algérien, avait été fondé en France, après la Première Guerre mondiale, par Messali Hadj. Hadj, ça veut dire parce qu'il a été faire un pèlerinage à la Mecque. Par Messali, parmi des ouvriers kabyles ou algériens qui étaient en France. Et c'est un parti qui s'est plusieurs fois fait dissoudre par les autorités françaises. C'est un parti qui militait donc pour l'indépendance. Et il y a eu, notamment dans les années en 54, il y a eu une crise dans ce parti. Il y a eu une rupture entre Messali, qui avait un peu le culte de sa propre autorité,
et son comité central, qu'on appelait les centralistes, qui était réputé réformiste. Et entre les deux, un groupe qui s'est appelé le CRUA, Comité révolutionnaire d'union et d'action, composé de militants déterminés, où il y avait Ben Bella, Kider, Haït Ahmed, enfin il y avait tous les gens qui ont fondé le FLN. Ils ont dit on va les réconcilier dans l'action. Et c'était en 1954, et ils ont eu un feu vert, disons, par Nasser en Égypte, parce qu'ils disaient les Américains souhaitent que Mendès France, qui est au pouvoir, saute. Il serait très heureux que la France ait quelques ennuis en Algérie. Il a dit c'est le bon moment pour y aller. Et donc, c'est les attentats de la Toussaint 54, c'est le début de la guerre d'Algérie. Dès que Messali apprend ça, moi je l'ai su parce que connaissais, j'ai jamais été membre de ce mouvement, il dit on y va aussi. Et il lance ses maquis aussi. Et pendant toute une année, les maquis du FLN ont liquidé physiquement les maquis messalistes, sauf un, celui belmoundiste, dont je raconte l'histoire, enfin, dont j'ai publié un livre qui raconte l'histoire. Et moi, si vous voulez, dans cette histoire-là, alors que Messali était traité de collaborateur, d'agent des Français, etc., et que la plupart des intellectuels de gauche répétaient tout ceci, moi, qui avais, me semble, le remords d'avoir écouté, sans rien réfuter, de tous ces discours ignobles contre les trotskistes quand j'étais au Parti communiste, j'ai dit, cette fois, je ne peux pas me taire. Et j'ai pris la défense de l'honneur des messalistes. Je m'étais messaliste. Bon, bien sûr, j'ai planqué un dirigeant messaliste chez moi, etc. J'ai défendu son honneur. Alors, du coup, je me suis trouvé extrêmement isolé. Et c'est vrai que, au cours des événements, je manque. Alors, quand il y a le manifeste des 121, que j'aurais signé s'il s'était limité à un appel à la désobéissance civile, en quelque sorte, au droit à l'insoumission. Mais je n'ai pas voulu signer, parce que là aussi, j'avais déjà en vue l'idée que le vrai problème, c'était que la guerre radicalisait le pire dans les deux camps. Les pires tendances, évidemment, au sein du FLN, et les pires tendances en France, dans l'armée française, qui, effectivement, allaient faire ce putsch. Et donc, avec Merleau-Ponty, avec Claude Lefort, on décide de faire un autre appel pour la paix, avec l'aide de Forestier, du syndicat des instituteurs. Mais je dois dire qu'auparavant, il y a eu un événement, je ne sais pas si c'est avant ou après, enfin, avant, oui, c'est avant. C'est que quand il y a eu l'intervention soviétique en Hongrie pour réprimer la révolution hongroise, alors, avec Dionys, on s'est dit, on ne peut pas, et quelques autres, on s'est dit, on ne peut pas uniquement condamner le colonialisme français et fermer les yeux sur ce que fait l'armée soviétique. Il faut condamner les deux en fonction de nos principes. Et on a fait donc une réunion de notre comité pour ça. Il faut dire que, bien entendu, les communistes, y compris ce qu'on appelait à l'époque les Sartriens, tout ça, ils ne voulaient pas en entendre parler. Et il y a eu une intervention magistrale de Claude Lefort, qu'on ne connaissait pas. Et on s'est liés pour la vie avec lui, après cette belle intervention. Et nous sommes allés, Dionys, Robert et moi, en Pologne, après l'octobre polonais. Donc, il y a eu pas mal. Et puis, il faut dire aussi que ce comité a eu l'ultime soubresaut. Il y a aussi une histoire aussi. J'étais très critiqué parce que David Rousset, qui avait fait l'initiative de faire une commission d'enquête sur les camps soviétiques, proposait de faire une commission d'enquête sur les conditions de la répression française en Algérie. Et moi, j'ai dit, c'est formidable, c'est très bien. Et dès que j'ai soumis cette suggestion à un comité, comment Rousset, un salaud, on ne peut pas faire ça, jamais. Alors donc, ceci a été repoussé. Donc, voilà, je suis resté quand même très marginal, mais dans le fond, moi aussi, à ma façon, je dirais, rien de rien, je ne regrette rien.